Bonjour Jocelyne Chassard. Nous Bonjour sommes Arnaud. le mardi 13 août 2019. Tu es venu chez moi suite à une nouvelle que tu as eue samedi, une nouvelle terrible, à savoir une lettre de révocation qui est arrivée comme ça. Et on peut le dire, il y a eu une chambre qui s'est réunie, une sorte de chambre, et tu voudrais, dans cette vidéo-là, manifester déjà un point précis, à savoir qu'elle était composée en grande partie, peut-être à 50%, tu vas le prouver, de gens qui sont juges et partis. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, forcément, il y a la majorité. Si tu fais juger par des gens que... Exactement. Bon, voilà. Qui veulent ma peau et qui veulent me faire dégager de l'éducation nationale. Alors, d'après ce que tu m'as expliqué, Oui. il y a deux façons dont ils ont été jugés partis. Oui. Certains l'ont été passivement, par inaction, Oui. quand tu as appelé à l'aide au moment où tu étais harcelé, Tout à fait. et d'autres ont été des harceleurs, Tout on à peut le fait. dire. Oui. Alors, voilà, commençons par la première partie, ceux auxquels tu peux reprocher leur passivité, ce qui existe énormément, c'est-à-dire qu'on voit des gens pour ne pas se mouiller, Oui. on Et le sait dans bien dans les l'éducation milieux. nationale aujourd'hui, malheureusement, j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, mais je sais que si des gens extérieurs à l'éducation nationale m'écoutent, ils vont dire elle exagère ou c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce que encore une fois, il y a 15 ans, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, dans l'éducation nationale, les trois quarts des enseignantes et des enseignants sont soit des lâches, soit des ignorants et des ignorantes, soit des collabos. Les trois quarts. Et dans les ignorantes et des ignorants, je fais quand même une distinction entre les gens qui sont des ignares, c'est-à-dire qui ne connaissent rien à rien, et surtout pas au droit, et des gens qui sont candides. Et je fais cette différence parce que il y a environ 3 semaines, j'ai parlé avec une amie, qui est une amie depuis plus de 20 ans, et qui est professeure de lettres, et qui a fait par 2 fois 2 témoignages écrits pour moi. Et elle n'est pas ignare, mais par contre, elle est candide. Et on a eu une discussion de 2h30, c'est là que j'ai compris, et je veux faire cette différence entre ignare et candide. Oui. Mais les trois quarts des enseignantes et des enseignants aujourd'hui, dans l'éducation nationale, c'est ça. Et c'est effrayant. Mais c'est parce que je dis ça, et que je peux le prouver, que le ministre a décidé, le 5 août dernier, de me faire dégager de l'éducation nationale. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que ces personnes-là, donc, qui ont été passives quand tu as appelé à l'aide, Oui. font partie de cette chambre disciplinaire, Voilà, si on peut dire. exactement. Alors, vas-y, Alors, sous-titre quelques donc, faits. je montre à l'écran la cette composition. liste. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la liste du conseil de discipline. Donc, une partie. Et l'autre partie, on voit bien? Oui, on Voilà. voit très bien. Donc, c'est un arrêté de la rectrice de l'Académie des Lincels qui date du 17 décembre 2018. Et c'est la composition totale du conseil de discipline. C'est-à-dire qu'il y a des titulaires et des suppléants. Mais moi, personnellement, je ne sais pas, puisque la rectrice me refuse depuis le 21 mai, elle me refuse le procès-verbal de la séance. Oui. Donc, je ne sais pas Donc, tu qui ne a sais pas qui siégé. était membre et tu ne sais pas non plus les pièces dont on t'accusait. Voilà. Ce qui est aberrant. Mais déjà dans la Puisqu'on composition... voit bien qu'en Belgique, par exemple, où je peux en parler, il y a une procédure avec, non seulement on te communique les pièces à charge et à décharge, Oui. on te communique la liste des membres de ceux qui seront de la chambre de discipline, Oui. et c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est légalement obligatoire, mais comme je le dis depuis que j'ai commencé avec toi à faire des entretiens filmés, et comme je l'écris depuis 3 ans, dans mes courriels et courriers, la rectrice et la Lincel piétinent le droit et bafouent mes droits depuis 3 ans. Oui. Voilà, Là, il depuis 3 ans. y a un fait formel visible, hein. Enfin, Voilà. en tout cas du bon sens. Je ne sais pas s'il y a une loi qui permet de Mais juger quelqu'un sans... le droit, c'est souvent... Je veux dire, le droit n'est que... Enfin, le droit est souvent la formalisation du bon sens. Bien sûr, C'est tout. c'est logique. Voilà. Alors, donc, Alors, dans d'abord, cette liste... les passivités, oui. Dans cette liste, il y a donc des personnes qui sont titulaires, des personnes qui sont suppléantes, et il y a des personnes qui font partie de l'administration et des personnes qui font partie, qui sont des représentants et représentantes du personnel. Tu t'attendrais, encore une fois, par bon sens, que ce soit les représentantes et représentants du personnel, c'est-à-dire des professeurs comme moi-même, qui soient prêts et prêtes à m'aider. Bien sûr. Mais pas du tout. Donc, je remonte la liste pour expliquer les 2 couleurs. Donc, en orange, il y a des personnes qui ont été passives et qui ont été inertes lorsque j'ai demandé leur aide. Et en rose, par exemple ici, il y a des personnes qui ont fait un acte de malveillance contre moi.
Je vais commencer par les personnes passives, comme tu me l'as demandé. Donc, il y a par exemple, dans les représentants des personnels, il y a des personnes qui s'appellent Karine Fuselier et Myriam Ranet-Vauzon, Caroline Delannoy, Élodie Géas, Charlotte Lelowski et Renaud Rouffignac. Et Jean-Claude Richoilet, Laetitia Messaoudi. Voilà, ça c'est pour les représentants des personnels. Alors, qu'ont fait toutes ces personnes? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? Donc, par exemple, Karine Fuselier et Caroline Delannoy ont fait toutes les deux partie de la commission, d'une commission de réforme. C'est une instance qui se réunit lorsque un accident de service est déclaré. J'ai déjà déclaré 3 accidents de service pour choc psychologique. Bon, le 1er septembre 2017, le 10 septembre 2018, le 14 janvier 2019. Pour celui du 1er septembre 2017, Karine Fuselier fait partie de la commission de réforme. L'instruction de cette commission, de cet accident de service, donc ça va faire bientôt 2 ans, hein, l'instruction est totalement irrégulière par l'inspection académique de la Marne. Bien. Je vais juste te donner un exemple de son irrégularité. L'administration n'a pas fait d'enquête, alors que l'enquête est obligatoire. Mais l'administration m'a obligé à subir une expertise psychiatrique, puisque, comme j'ai déclaré un choc psychologique, c'est par un médecin spécialisé dans l'esprit que je devais être examinée. Sur le papier, j'étais d'accord. Sauf que j'aurais dû enregistrer l'entretien avec ce soi-disant médecin expert, qui s'appelle Hugues Collin, dans les Ardennes, parce que ce médecin expert, non seulement m'a fait attendre 9 mois pour rendre son rapport d'expertise, mais quand il me l'a envoyé, quand il l'a rendu, il a violé le secret médical. C'est-à-dire que ce médecin aurait dû envoyer à l'administration les 4 lignes de conclusion de son rapport. Parce que tout le reste, ça concerne le secrétariat de la commission de réforme, c'est le secret médical. Eh bien, Hugues Collin a envoyé le 5 avril 2019 la totalité de son rapport de 3 pages à l'administration de l'inspection académique des Ardennes. Et entre le 5 avril et le 23 avril, ce rapport médical sur moi est passé dans les mains de plusieurs personnes de la direction de l'inspection académique. Ça s'appelle violation du secret médical. Donc ça, ce fait-là, alors en plus, c'était un rapport totalement fantaisiste, fallacieux, mensonger, tendancieux. Et donc, j'ai déposé une plainte contre Hugues Collin auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins. Et donc, tout ce que je viens de te dire, je l'ai écrit, Arnaud. Je l'ai écrit à l'inspecteur d'académie des Ardennes, à tous les membres de la commission. Et donc, les membres de la commission savaient que j'accusais le médecin expert d'avoir falsifié la vérité, d'avoir violé le secret médical. Et donc, rien que ça, ça aurait dû conduire Karine Fuselier, qui est représentante du personnel, qui m'a déjà vue 2 fois, et avec laquelle j'ai parlé pendant à peu près 1 heure. Ça aurait dû la conduire à voter pour l'imputabilité au service de mon accident. Eh bien, lorsque mon dossier a été examiné pour la dernière fois le 24 avril, eh bien, elle s'est abstenue. Voilà. Karine Fuselier s'est abstenue alors qu'elle savait que le médecin expert Hugues Collin était accusé par moi et avec des preuves factuelles, était accusé d'avoir violé le secret médical. Mais elle s'est abstenue. Et pourquoi s'est-elle abstenue? Parce que si elle avait voté pour l'imputabilité, donc si elle m'avait aidée, eh bien, elle se serait fait mal voir par l'inspecteur d'académie des Ardennes, Didier Delris, et par la rectrice d'académie, Hélène Hassel. Et pareil, le même cas pour Caroline Delannoy, qui, le 4 avril 2019, a assisté à la commission de réforme qui a examiné pour la première fois mon 2e accident de service, celui du 10 septembre 2018.
Donc, elle était à ma gauche, Caroline Delannoy, avec une autre représentante du personnel qui s'appelle Jeanne Micheluzzi. Et donc, ces deux professeurs n'ont pas dit un seul mot de toute la séance. Pourquoi n'ont-elles pas dit un seul mot? Parce que, à leur gauche, se trouvait la secrétaire générale de l'inspection académique de la Marne, c'est-à-dire une hiérarque. Et alors que j'ai dit publiquement devant tous les membres de la commission et en face de la secrétaire générale de l'inspection académique de la Marne, qui n'a rien pu répondre, alors que j'ai affirmé que l'instruction de ce second accident de service était elle aussi irrégulière parce qu'il n'y avait pas une enquête et parce que la principale que j'accusais, que je tiens pour responsable de mon deuxième accident de service, la principale me refuse un document administratif qui date d'avant le 10 septembre 2018 et pour lequel la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, a rendu un avis favorable. Alors que je disais ça publiquement, donc je mettais en cause la hiérarque Graziella de Souza Ponte, que je la mettais en cause publiquement pour instruction irrégulière et refus de me communiquer des documents administratifs, eh bien Caroline Delannoy et Jeanne Micheluzzi n'ont pas ouvert la bouche une seule fois pour exiger de la secrétaire générale de l'inspection académique de la Marne qu'elle fasse son enquête administrative légalement obligatoire et qu'elle me communique les documents que même la CADA juge comme devant m'être communiqués. Elles n'ont pas dit un seul mot. Je les vois encore, Arnaud. Elles étaient ici à ma gauche et elles baissaient la tête. Et elles n'ont pas dit un seul mot. Et Caroline Delannoy est représentante du personnel dans le conseil de discipline. Alors, je ne sais pas si elle y a effectivement assisté le 21 mai, mais en tout cas, elle est sur la liste. Oui. Voilà. Et quant aux autres personnes que j'ai citées, ce sont des personnes qui, comment dire, ont fait partie de deux autres instances. Une commission administrative paritaire lorsque la rectrice a décidé de me muter d'office. Donc la réunion date du 25 août 2017. D'accord? Et ces personnes-là ne m'ont pas tenu informé que le procès-verbal de cette réunion a été adopté 3 mois plus tard, donc en décembre 2017. Et moi, je l'ai réclamé pendant plus d'1 an après. Et ces personnes ne m'ont pas tenu informé. Voilà. Et les personnes que j'ai citées aussi ont fait partie d'une autre instance qui s'appelle le CHSCT académique. Et le CHSCT académique, je vais faire une vidéo rien que pour cette instance, parce que Renaud Rouffignac, qui est un professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Châlons-en-Champagne, et que j'ai rencontré personnellement pour la première fois le 25 novembre 2016. Renaud Rouffignac est actuellement le secrétaire du CHSCT académique et Renaud Rouffignac a une responsabilité, ainsi que les autres membres, parce que le 18 décembre 2018, le CHSCT académique a refusé, alors que c'était leur obligation légale, le CHSCT académique a refusé le 18 décembre 2018 de voter une enquête indépendante sur les causes de mon deuxième accident de service, celui dont je viens de te parler le 10 septembre 2018. Et en faisant cela, et ce que je te dis, je l'ai écrit à Renaud Rouffignac dans un courriel, il ne l'a pas démenti. Donc Renaud Rouffignac et les autres membres du CHSCT académique, le 18 décembre 2018, ont refusé de voter l'enquête alors que je leur demandais et que je leur donnais des faits à l'appui de ma demande et que de toute façon c'est obligatoire de par le décret qui régit leur mission. Et bien en faisant ça, ils ont ouvert un boulevard à la rectrice pour que la rectrice, 1 mois plus tard, le 14 janvier 2019, elle envoie 4 personnes, plus 3 vigiles du rectorat pour m'expulser de force de mon établissement. Donc Renaud Rouffignac et les 6 autres membres du CHSCT académique ont une responsabilité dans la mise en danger que j'ai subie le 14 janvier 2019. Et encore une fois, ce que je te dis là, je le lui ai écrit. Je le lui ai écrit. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle, alors qu'il aurait dû être présent le 4 avril 2019 à la commission de réforme, pour mon deuxième accident de service, c'était lui qui figurait sur le papier. Et bien, il n'est pas venu et il a envoyé Caroline Delannoy à sa place. On a l'impression, tu vois, quand on entend tout ça, que tu sais, ce propos qui est dit sans arrêt, pas de vague.
Jamais de C'est vague. pire que ça. Pas de vague, c'est-à-dire toute personne qui fait un peu des vagues sera en danger, mais tout se passe bien. C'est ça. Toute personne qui fait des vagues est en danger, mais je vais plus loin. J'ai parlé de collabos tout Ah à oui, l'heure. tu as en plus, tu as Je ceux parlais qui ont de été collabos. et qui ont Et fait partie, qui font dans partie les de cette représentants commission. du personnel, donc ça c'est pour la question de l'inertie ou de la Oui, passivité. voilà. Et maintenant, tu as Euh, plus grave, alors, la plus grave, c'est donc les actions. Oui. Alors, je vais terminer par les actions des hiérarques, parce que à la limite, ils sont devenus depuis 3 ans mes adversaires, donc à la limite, c'est plus logique Oui. qu'ils cherchent à me faire du Mais ils mal. ne doivent pas faire partie de cette commission s'ils sont Bien tes sûr que non, adversaires. mais je vais, puisqu'on en était au représentant du personnel, je vais te citer le nom d'un représentant du personnel qui a commis une action contre moi. Et je parle face à la caméra si jamais un jour il regarde cette vidéo, parce que je compte bien, lorsque mon ami Arnaud l'aura posté, je compte bien l'envoyer à toutes les personnes dont je cite les noms. Toutes ces personnes vont recevoir le lien vers cette vidéo par leur adresse académique. Donc il s'appelle Johan Odivar. Et il exerce au collège Robert Schumann à Reims. Et il est dans le syndicat du SNES-FSU. C'est le syndicat majoritaire dans l'éducation nationale en France. Donc, qu'a fait Johan Odivar? Parce que, tu vois, Arnaud, je l'ai mis à la fois en orange et en rose. Ah oui. Voilà. Eh bien, Johan Odivar, et ça, je l'ai appris, exactement, je l'ai appris le 17 mai 2019. Parce que le 17 mai 2019, mon avocate a reçu du rectorat de Reims un gros paquet comme ça, un gros colis postal qui contenait 72 pièces qui n'ont aucune valeur légale. C'est-à-dire, ce sont 72 pièces qui me sont restées inconnues entre septembre 2018 et le 17 mai 2019, et ce sont ces 72 pièces qui ne figurent pas dans mon dossier administratif, le seul dossier légalement acceptable, mais ce sont ces 72 pièces que la rectrice a réunies pendant, donc de septembre à mai, ça fait 8 mois, je t'avais dit, que la rectrice a réuni dans mon dos pendant 8 mois pour justifier la tenue de son conseil de discipline. Et donc, dans une de ces pièces, eh bien, j'ai découvert que Johan Odivar, donc un représentant du personnel et membre d'un syndicat, est venu un jour de novembre avec une collègue qui s'appelle Annie Becqueré, qui ne faisait pas partie du conseil de discipline. Ils sont venus dans mon collège alors que je n'étais pas là, et ils ont discuté avec la vingtaine de personnels qui avaient déjà commencé d'écrire dans mon dos des textes mensongers contre moi. Ils ont discuté tranquillement dans la salle des professeurs et ils ont bien ouvert toutes leurs oreilles pour écouter tous les mensonges, accusations fantaisistes et calomnies que la vingtaine de personnels qui voulaient me faire dégager du collège a raconté sur moi. Et donc, Johan Odivar a écouté tout ça, il a pris des notes, et il a pris ça pour argent comptant. Et donc, il ne m'a pas une seule fois téléphoné, Oui. écrit, pour me dire, Madame Chassard, je vois que vous êtes fonctionnaire dans l'éducation nationale depuis 28 ans. Voilà, j'ai des collègues qui me disent que vous leur causez un mal-être, que vous les faites parfois presque évanouir, que ceci, cela. Mais bon, je cherchais quand même à vous connaître pour avoir votre version. Pas une seule fois. Donc, Johan Odivar a agi comme un collabo des personnels qui m'ont diffamé, comme un collabo de la principale qui délibérément m'a placardisé à partir du 31 août 2018 alors qu'elle m'avait laissé correctement travailler pendant l'année précédente, et comme un collabo de la rectrice de l'académie Hélène Incel. Et Johan Odivar va faire partie des personnes contre qui je vais porter plainte pour dénonciation calomnieuse avant la fin du mois d'août 2019. Et il n'est pas le seul, Arnaud. Il y a une personne que je vais citer, même si elle ne fait pas partie du conseil de discipline, parce que le syndicaliste dont je vais citer le nom, qui s'appelle Christophe Girardin, a fait plus fort encore. C'est-à-dire que Christophe Girardin a écrit à la rectrice pour dire, en gros,
bon écoutez, mes copains, Johan et Annie, quand ils sont allés au collège de Suip, ils ont écouté 20 personnes dire du mal de Madame Chassard. Donc comme ils sont 20, franchement, c'est eux que je vais croire. Mais j'ai jamais parlé à Madame Chassard, mais ça fait rien. Et donc maintenant, Madame la rectrice, je vous le dis, faut faire quelque chose. Franchement, faites quelque chose, c'est insupportable. En gros, Madame la rectrice, je suis un syndicaliste du SNES-FSU, syndicat majoritaire. J'ai avec moi 20 personnes qui disent la même chose contre Madame Chassard. J'ai jamais entendu Madame Chassard, mais je vous demande, Madame la rectrice, de faire quelque chose pour la faire dégager. Oui. Ça, c'est Christophe Girardin. C'est assez terrible hein, comme chose. C'est assez terrible. C'est-à-dire qu'en fait, Et alors, évidemment, jamais, tu n'as eu ces pièces communiquées. Avant jamais. le 17 mai Voilà. 2019, Oui. c'est-à-dire 6 jours avant le conseil de discipline, non, mon avocate l'a reçu le 14 ou le 15, donc 6 jours avant le conseil des disciplines, et elle m'a communiqué les pièces par courriel le 17 mai. Donc moi, je les ai reçues 4 jours avant le conseil de discipline. Et mon avocate elle-même, elle est spécialisée dans le droit de la fonction publique. Elle fait ça depuis 12 ans, d'accord? Et quand elle a reçu ça, elle m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que le colis qu'elle a reçu comportant donc les 72 pièces, eh bien, il n'y avait aucun courrier d'accompagnement. Mon avocate m'a dit, mais je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que ces 72 pièces, formellement, puisqu'en droit, il faut respecter la forme, ces 72 pièces, elle ne sait pas ce que c'est. Alors évidemment, on s'en est bien douté quand on a commencé à regarder ce que c'était, bien sûr. Mais légalement, formellement, ces 72 pièces n'ont aucune légitimité et aucune validité. Voilà. Question, pour terminer cette vidéo, tu livres les noms Oui. comme ça publiquement. Oui. Tu l'as fait, je t'ai dit, tu l'as fait vraiment en connaissance de cause. Bien sûr. Peux-tu expliquer ton intention vraiment précise là-dedans? C'est une intention de droiture, de justice. Tout à fait, de justice. Alors là, je vais parler à la caméra. Oui. Donc, je l'ai écrit, je l'ai dit lors de l'entretien que j'ai eu avec la journaliste qui a publié l'article le 22 janvier 2019. Et c'est la journaliste elle-même qui a décidé de placer la phrase que je vais vous dire en intertitre dans son article. Je lui avais dit « Je veux lever l'omerta sur le harcèlement moral dans l'éducation nationale. Je le veux, je suis déterminée. Mais pour cela, il faut citer les noms des collabos. C'est tout. Parce que le système est... Enfin, tu le sais aussi bien que moi, aussi bien en théologie, dans l'Église catholique ou dans la politique. Un système d'oppression, un système despotique, un système hiérarchique, arbitraire, ne survit que parce que les subordonnés acceptent leur soumission et acceptent leur suggestion. Ce qui m'a étonné... Et parce que certains de ces subordonnés non seulement acceptent d'être soumis, mais parce que certains de ces subordonnés acceptent de collaborer avec le pouvoir. Et donc, moi, je donne les noms de ces personnes parce que ces personnes ont participé passivement et activement à l'entreprise délibérée de harcèlement moral, de placardisation, d'ostracisation, de diffamation et finalement d'éjection de l'éducation nationale. Voilà. Tu te rappelles peut-être cette affaire qui a été un peu analogue finalement dans ces hôpitaux de Paris. Ce professeur d'un service qui s'est jeté par la fenêtre. Tout à fait, tout à fait. C'était un professeur. Voilà. C'est génial que tu me parles de ça. L'histoire, je la résume pour les auditeurs. Hein. Oui. Donc, harcelé par sa hiérarchie, et par ses chef collègues, de service et par ses collègues, qui finalement se met à 54 ans en congé parce qu'il est en dépression, qui revient au bout de 3 mois et sa supérieure lui avait changé la serrure de son bureau, lui, chef de service. Tout à fait. Il s'est jeté par la fenêtre. Voilà. Alors, tu sais que dans le générique des vidéos que je fais maintenant, je mets plusieurs livres pour que les personnes aient envie d'aller voir. Ce que tu dis me fait penser à un livre qui va apparaître bientôt dans un de mes génériques. Ce livre a été écrit par un professeur en médecine, éminent lui aussi, et il l'a écrit en 2017. Ce livre s'appelle « Hôpitaux en détresse, patients en danger ». Le professeur s'appelle Philippe Maresco. Et les auditrices et auditeurs peuvent, vous mettez son nom Philippe Maresco dans YouTube et vous trouvez des vidéos où il explique le harcèlement moral qu'il a subi lui aussi de la part de sa hiérarchie et de ses collègues. Voilà. Et le professeur dont tu parles, je ne me souviens plus son nom, mais c'était
C'était un professeur dans sa discipline éminemment reconnu. Et il s'est effectivement, il travaillait à l'hôpital Georges Pompidou. Il s'est effectivement jeté par la fenêtre, il s'est tué. Et le professeur Maresco, dans son livre, le dit. Il dit, comme moi, c'est comme si on voulait faire disparaître la génération des cinquantenaires. Parce que la génération des cinquantenaires, d'une part, financièrement coûte assez cher, avec les retraites, et d'autre part, c'est une génération qui est très dangereuse pour le pouvoir qui veut crétiniser. Ça, c'est ce que je dis aussi dans l'éducation nationale. La hiérarchie, depuis 15 ans, veut crétiniser les jeunes générations. Donc, pourquoi la génération des cinquantenaires comme toi et moi, pourquoi nous sommes dangereux? Parce que nous sommes généralement très compétents. Nous avons de l'expérience, nous avons la plupart du temps la vocation du métier et nous avons le désir de servir. Toi, dans l'église, enfin dans les établissements catholiques et moi dans le service public en France. Et ça, c'est très dangereux. Et nous avons l'esprit critique et nous pouvons réfléchir. Et donc ça, ta lutte à toi, maintenant, par ces vidéos, consiste à ne pas céder, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas compter sur ton suicide. Certainement pas. Ils peuvent compter, par contre, sur ta lutte. C'est ça. Ils peuvent compter sur ma lutte. Ils ne peuvent pas compter non plus sur mon asphyxie financière. Oui. Parce que j'ai fait l'expérience pendant 3 ans, entre 2015 et 2015, et entre 2012 et 2015, j'ai fait l'expérience de vivre avec 1 500 € par mois. Et donc, je peux vivre frugalement, d'accord? Et j'ai quelques économies, et ils se trompent sur toute la ligne. Voilà. Toute la ligne. Et c'est encore une fois pour ça que je donne ces noms. C'est parce que ces gens-là, des professeurs sur le papier, eh bien, ils ont collaboré passivement ou activement avec la hiérarchie. Et je pense, Jocelyne, que le combat en vivant et en te battant sera plus fort que ou analogue, peut aboutir au même résultat que ce qu'a fait ce professeur extraordinaire là, de médecine, qui lui l'a fait par sa mort, mais qui a du coup conscientisé. Toi, c'est peut-être par ta... Ce qu'a fait, malheureusement, ce qu'a fait le professeur qui s'est défenestré, c'est un... Comment dire, c'est le meurtre, c'est un crime de la part de la hiérarchie. Oui, bien sûr. Mais la conscientisation est venue, non pas de son geste, mais du relais de ce geste par le professeur Maresco, qui a écrit le livre dont je te parlais, et il a écrit en collaboration avec un autre médecin. Mais justement, Arnaud, le problème, c'est que la presse, en tout cas en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, on appelle maintenant les médias nationaux, n'a pas suffisamment relayé. N'a pas suffisamment relayé. Oui, parce que c'est passé comme ça très vite. Voilà. Je sais qu'il y a un procès, que les hiérarques sont en procès pour cette histoire, que le ministre qui s'appelait à l'époque, tu sais, l'ancien directeur de la Croix-Rouge, je crois, avait vraiment été conscientisé. Donc il y avait eu des plaintes et que ces gens-là sont en procès pour le harcèlement moral qu'ils ont exercé. Eh bien, je chercherai. En tout cas, merci pour ce combat qui, j'espère, sera positif. On a le temps de citer juste une personne pour la hiérarchie. Parce que là, j'ai cité des représentants du personnel parce que c'est plus... Je trouve ça plus indigne et plus... et plus douloureux. Mais je veux citer... Alors, évidemment, dans la composition du conseil de discipline, il y a des gens qui ne devaient absolument pas y être, bien sûr, puisqu'il y avait la rectrice, et mon avocate a expressément demandé... Le juge est parti, n'est-ce pas? Voilà, donc mon avocate avait expressément demandé à ce que le conseil soit délocalisé, donc évidemment refus. Donc il y avait la rectrice, il y avait son secrétaire général, c'est lui qui écrit tous les mémoires en défense dans les différents recours administratifs, donc il continue à me calomnier sans craindre parfois le ridicule et la contradiction. Il y a Cyril Bourgerie, qui est le DRH, qui est venu en personne m'expulser de force le 14 janvier 2019. Il en fait partie aussi, oui. Ah oui, bien sûr. Il y a trois inspecteurs et inspectrices qui ont été plutôt passifs, qui n'ont pas fait des choses contre moi, mais qui ont été plutôt passifs. Et il y a une personne que je tiens à citer. Ce monsieur s'appelle Christian Didier, et il est le principal d'un collège à Saint-Mémy, dans la Marne. Pourquoi je vais citer M. Christian Didier? Pour 2 choses, Arnaud. La première, c'est que j'ai eu affaire personnellement à Christian Didier en octobre 2018. La principale de mon collège, la cheffaillonne, Valérie Richard, avait été obligée de se mettre en arrêt maladie, non pas parce que je mettais de la pression sur elle, mais parce que je l'avais avertie que j'allais demander au CHSCT académique une enquête indépendante sur les causes de mon accident de service du 10 septembre 2018.
Et ça, elle ne s'y attendait pas. Et donc, elle a reçu un coup de casserole sur la tête. Et donc, elle a été en arrêt maladie. Et pendant cet arrêt maladie, bien sûr, elle a reçu tous les conseils de la rectrice pour pouvoir, à son retour, commencer vraiment beaucoup plus fort la placardisation et l'ostracisation et la diffamation. Et donc, pendant qu'elle était absente, l'a remplacé le principal d'un autre établissement, donc Monsieur Christian Didier. Alors, j'ai eu affaire à Monsieur Christian Didier, et il le sait parfaitement, parce qu'à un moment donné, dans le contexte de diffamation non publique par une enseignante du collège qui s'appelle Angélique Thirier et contre qui j'ai porté plainte, Monsieur Didier aurait, je dis bien aurait, parce que c'est la principale du collège, Valérie Richard, qui me l'a écrit, aurait reçu un courriel de la part de Angélique Thirier, où Angélique Thirier aurait dit que j'aurais traité d'imbécile, à la mi-octobre à peu près, une petite élève de 6e, gamine adorable, intelligente, qui ne pose aucun problème de discipline. Donc, tu vois tous les conditionnels? Voilà. Donc, lorsque la principale m'a écrit que ce courriel d'Angélique Thirier, racontant que aurait été envoyé à Christian Didier, eh bien, le bon sens, qu'ai-je fait? J'ai écrit à M. Christian Didier pour lui dire: la principale prétend que la professeure Angélique Thirier vous envoyait tel courriel. Comme ce courriel me concerne, je vous demande de me le communiquer. J'en ai le droit. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai écrit 10 jours après. Il ne m'a pas répondu. Oui. Alors la technique qui consiste à ne pas répondre, voilà. c'est une technique de l'édredon. effrayante. Effrayante. Mais je parle de Christian Didier sur un autre point très important aussi. Je l'ai écrit dans mes courriels depuis que j'ai été expulsée du collège le 14 janvier. Je l'ai écrit dans mes courriels à la rectrice, à la DGRH, à la DRJ. J'ai désormais 3 témoignages de professeurs qui ont été maltraités, voire harcelés par Valérie Richard dans les années 2016, 2017, 2018. J'ai 3 témoignages de professeurs et je vais les produire lorsque je porterai plainte pour dénonciation calomnieuse auprès de la procureure de Reims avant la fin du mois d'août 2019. L'une de ces professeurs exerce dans le collège de Saint-Mémy. Elle est allée dans ce collège, elle a accepté de devenir une titulaire remplaçante, c'est-à-dire de perdre un poste de titulaire qu'elle avait au collège de Suippes pour ne plus être maltraitée par un des professeurs du collège, Nicolas Rio, et par la principale Valérie Richard. Et désormais, elle est à Saint-Mémy, collège qui est dirigé par Christian Didier. Et elle m'a écrit un courriel, cette professeure, en me disant que depuis qu'elle était arrivée à Saint-Mémy, donc en septembre 2018, eh bien, elle revivait, tous ses collègues étaient géniaux, elle était entendue, elle était respectée, de la part du principal, il n'y avait aucun problème. Donc je dis cela, je prononce le nom de Christian Didier, parce que si jamais la professeure, dont j'ai un témoignage écrit et que je vais produire auprès de la procureure de Reims, si jamais la professeure, à partir de septembre 2019, connaît des déboires et des avanies à cause du principal Christian Didier au collège Saint-Mémy de la Marne, eh bien, ce sera un changement de comportement de Christian Didier qui ne pourra être interprété que comme des représailles contre cette professeure parce qu'elle aura accepté de témoigner pour moi. Et cela est interdit par l'article 6 quinquies de la loi 83-634 et par l'article 222-33-2 du Code pénal. Donc je mets en garde Christian Didier pour protéger mon ami professeur qui m'a apporté son témoignage écrit. Voilà, c'est pour ça Arnaud que je voulais terminer sur ce nom-là. Merci pour cette vidéo.